Bonjour chers amis, comme annoncé, avec la présidentielle qui arrive, vous savez que j'ai une passion pour le décryptage des programmes de gouvernement. Malheureusement, les différents candidats, pour l'heure, n'ont pas encore publié leurs différents projets de société, n'ont pas encore publié leur programme de gouvernement. Il faut faire la différence entre un projet de société et un programme de gouvernement. Voilà, un projet de société, ce sont les grandes, je dirais, orientations philosophiques. Voilà, on va lutter pour la liberté, on va lutter pour la démocratie, etc. Ça, c'est ça le projet de société, pour une société plus égalitaire. Le programme de gouvernement, c'est beaucoup plus sectoriel. Voilà, donc on va pour le chômage, on va faire ceci, pour la santé, on va faire cela, etc. Donc, il ne faut pas confondre projet de société et programme de gouvernement. Alors, vu que les candidats n'ont pas encore publié ni leur projet de société, ni leur programme de gouvernement, certains ont commencé à ébaucher un peu leur projet de société et leur programme de gouvernement, notamment le candidat Awa Domelo. Et il est beaucoup revenu sur la question du franc CFA et la question de la souveraineté. Voilà. En attendant d'aller plus en avant dans son programme de gouvernement lorsqu'il sera publié, je pense qu'il est bon que, dès à présent, nous fassions quelques mises au point pour que les choses soient claires pour tout le monde. Voilà, et pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. D'abord, on va commencer par le franc CFA. Alors, quelles étaient les principales critiques dirigées contre le franc CFA? D'abord, on reprochait au franc CFA son manque d'indépendance. Voilà. Beaucoup pensaient que les pays africains qui utilisent le franc CFA ne contrôlent pas vraiment leur monnaie, car une partie de leurs réserves, quand on parle de réserves, donc sont les devises, est gardée en France. Pour d'autres, certains disent que il y a une question d'influence de la France, et donc certains disent que ce système de franc CFA permet à la France de garder une forme de pouvoir économique sur ses anciennes colonies. Voilà les deux principales. Oui, il y a encore d'autres disent que bon, le franc CFA crée un blocage du développement dans nos pays, comme la monnaie est stable, mais trop forte pour certains pays. Cela rend pour ces pays-là leurs produits plus chers à l'exportation et freine donc leur industrialisation. Bon, alors, enfin, pour d'autres, c'est que le franc CFA rappelle un symbole colonial. Voilà. Le nom franc CFA a un lien avec la France, et donc pour eux, ça reste donc une monnaie coloniale. S'il est vrai que ce qu'ils disent a été en partie vrai, ce n'est plus le cas depuis 2019. Voilà. En décembre 2019, il y a eu des réformes sur le franc CFA. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité économique, financière, internationale, mais il y a eu une réforme en décembre 2019. Et cette réforme que je peux qualifier d'historique a été annoncée entre la France et les pays de l'UEMOA. Donc l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, les grands changements qui sont intervenus au thème de cette réforme de décembre 2019 sont les suivants. Il y en a, on va dire, globalement 3. D'abord, la fin du dépôt obligatoire de la moitié des réserves de change à la Banque de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, nos réserves, nos devises, quand je prends un exemple, quand je vends du cacao aux États-Unis, les États-Unis, eux, ils me payent en dollars parce que les États-Unis n'ont pas de francs CFA.
Alors, ce dollar-là, les États-Unis vont le payer via la banque, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Moi, je vais vendre, par exemple, mon cacao, et en francs CFA, je vends en francs CFA, je dis le kilo coûte 2800 francs, je vends en francs CFA, mais il faut le convertir en dollars. Et l'Américain, lui, il va payer en dollars, converti en francs CFA, et cet argent-là, ce dollar qui va servir à payer mon cacao là, va être logé à la BCAO. Et la BCAO va me donner la contrepartie en francs CFA. Voilà. Et donc, cet argent qui va à la BCAO là, c'est ça qu'on appelle les réserves. Donc, les devises que nous procurent nos exportations. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais comme je dis, moi, mes dirages, je les veux interactifs. Donc, dans les commentaires, vous pouvez poser des questions, je vais plus affiner. Donc, jusqu'à un passé récent, la moitié de nos réserves de change étaient logées à la Banque de France. Pourquoi? Parce que c'est la France qui garantissait d'abord la disponibilité des devises et leur convertibilité. J'explique. Quand je veux acheter un iPhone aux États-Unis, sur un site internet, sur Amazon par exemple, moi, je vais payer en ligne en CFA. Mais le Amazon qui vend le iPhone en ligne, lui, c'est en devise qu'il va recevoir son argent. C'est-à-dire en dollars ou en euros, par exemple. Mais comment est-ce que il reçoit ça? Comment il reçoit cet euro ou ce dollar-là? Ben, c'est parce que l'argent, la devise, là, l'euro et le dollar se trouvent à la BCAO. Et c'est la BCAO donc qui va procéder à la compensation, qui va donc donner cet argent-là à la Banque centrale des États-Unis ou à la Banque centrale européenne et qui va donc donner ça à la banque commerciale de Amazon pour que Amazon ait cet argent-là en dollars ou en euros. Voilà. Et donc, comme il y a des risques que nous n'ayons pas de devise, si on n'a pas de devise, on ne peut pas acheter en euros ou en monnaie étrangère. Parce que on n'en a plus tout simplement et ça arrive. Et donc la France dit, moi, pour garantir que vous ne soyez jamais en rupture de devises, vous allez déposer la moitié de vos devises à la Banque de France. Et si jamais il vous en manquait, bon, en ce moment-là, moi, je prenais la garantie. C'est pareil pour la convertibilité de notre monnaie. Vous savez que notre monnaie est arrimée à l'euro. Ça veut dire que notre monnaie arrimée, je ne sais pas comment dire ça, est ajustée avec l'euro. Donc, notre monnaie ne fluctue pas comme au Ghana ou au Libéria ou au Nigeria, etc. Voilà, notre monnaie est fixe avec l'euro. 1 euro est égal à, on va dire, 655 ou 656 francs CFA. Donc, ça reste du 1er janvier au 31 décembre, ça reste pareil, ça fluctue très peu. Donc, voilà. Mais, avec la réforme de décembre 2019, il a été mis fin au dépôt obligatoire de nos réserves de change à la Banque de France. Donc, ceux qui disent que les réserves de change sont encore à la Banque de France se trompent. Voilà, ça se mettait dans un compte qu'on appelait le compte d'opération. Voilà, ce compte d'opération-là n'existe plus, il est à la BCAO. Donc, nos réserves de change sont à la BCAO à Dakar. Il faut savoir ça. Alors, il y a dans cette réforme également, avant à la BCAO, il y avait des représentants de la France qui siégeaient au conseil d'administration de la BCAO. Avec la réforme de décembre 2019, il n'y a plus de représentants français à la BCAO. Pourquoi il y avait des représentants français? Ben parce que c'est eux qui garantissaient la stabilité de notre monnaie, la convertibilité de notre monnaie, la
quand j'ai dit eux, c'est-à-dire le franc français à travers l'euro à l'époque. Donc, donc, il était important pour eux qui garantissaient de savoir un peu comment est-ce que on gérait nos économies. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Si vous prenez l'assurance pour votre véhicule, l'assureur veut s'assurer que, bon, lui qui vous assure là, vous passez votre visite technique, vous roulez, vous respectez le code de la route, etc. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, il a également été prévu donc dans cette réforme de 2019 que le nom CFA allait changer pour devenir donc ECO. Voilà, ECO à la place de CFA. CFA de l'Afrique de l'Ouest, qui veut dire communauté financière de l'Afrique, et l'autre le franc de la coopération financière africaine pour ce qui concerne l'Europe, pardon, l'Afrique centrale, la BAC, donc Cameroun et autres pays de l'Afrique centrale qui également utilisent le franc CFA. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire sur cette réforme? Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire cette réforme? Bon, voilà un peu les trois principales réformes qu'il y a eu en décembre. C'est-à-dire donc la fin du dépôt obligatoire de la moitié de nos réserves à la Banque de France, le retrait des représentants français à la BCEAO et le changement du nom ECO, du nom franc CFA qui devient donc ECO. Voilà les trois réformes. Mais pour l'heure, en attendant que l'ECO soit effectif, le CFA est toujours garanti par la France à travers l'euro. Et donc, quand l'ECO viendra, en fonction de la forme que cette monnaie va prendre, soit cette monnaie continuera à être garantie par la France, donc ça veut dire que l'ECO aura la même valeur que l'euro, soit comme les pays anglophones par exemple de la CEDEAO, eux ils veulent que ce soit une monnaie complètement indépendante. Voilà, donc pour le moment il y a des discussions sur, je dirais, sur la forme définitive que prendra l'ECO, et c'est pour ça qu'il y a encore quelques discussions. Alors, certains disent que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie parce que ça profite à la France, parce que c'est arrimé à l'euro. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, ça ne profite pas à la France parce que l'euro, c'est pas une monnaie française. L'euro, c'est une monnaie européenne. Donc, faire une fixation sur la France, c'est déjà une mauvaise analyse. Or, il faut savoir que le principal, mais on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de souveraineté. Le principal partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Voilà, c'est pas la France, mais on va y revenir quand on parlera de souveraineté. Voilà. Alors, le franc CFA n'enrichit pas directement la France, mais on peut effectivement dire que il favorise les entreprises françaises et plus généralement les entreprises européennes. Voilà. Pourquoi? Parce que la stabilité monétaire facilite les échanges et les investissements en franc CFA, dans la zone CFA. J'explique. Une entreprise française dit, bon, moi, je vais acheter pour, je sais pas moi, 1000 tonnes de cacao en Côte d'Ivoire. En franc CFA, ça correspond à, je sais pas moi, 1 milliard. Donc, ils signent le contrat en janvier 2025, 1000 tonnes de cacao, 1 milliard. Et il doit payer ça, par exemple, on va dire, en 4 fois. Voilà. 250 millions, 250 millions, 250 millions. Voilà. Donc, 4 fois 250 millions, ça fait 1 milliard. Donc, une fois par trimestre. L'entreprise française est certaine et assurée que, au regard de la stabilité du franc CFA, qui n'est pas une monnaie qui fluctue, s'il a emprunté 1 milliard, l'équivalent d'1 milliard en euros pour payer,
ben, ce sera 1 milliard qui va payer. Donc, c'est bon pour les entreprises européennes que le franc CFA soit une monnaie stable. Je ne sais pas si... j'essaie de faire le plus simple possible. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas que pour la France, c'est toute la zone européenne. C'est toute la zone qui utilise l'euro. Voilà. Donc, dire que ça profite à la France, c'est faux. Voilà. C'est favorable aux entreprises qui utilisent l'euro. Mais c'est également favorable aux entreprises qui utilisent le franc CFA. Parce que ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Regardez par exemple, une entreprise ghanéenne va emprunter, on va dire, 1 milliard de dollars au 1er janvier 2025. Disons que 1 milliard de dollars égale par exemple 5 milliards de cedi. Quand on convertit le milliard de dollars en janvier 2025, égale 5 milliards de cedi. Et elle doit commencer à rembourser ça en décembre 2025. Pour la même entreprise ivoirienne qui a emprunté le même montant, par exemple en euros, une entreprise ivoirienne dit, moi j'ai emprunté 1 milliard d'euros que je dois rembourser en décembre 2025. J'ai emprunté en janvier 2025 1 milliard d'euros que je dois rembourser en décembre 2025. En janvier 2025, 1 milliard d'euros, on va dire, égale 10 milliards de francs CFA. Prenez un exemple comme ça. Eh bien, en décembre, c'est 10 milliards de francs CFA que je dois rembourser parce que la parité entre l'euro et le CFA est fixe. Donc, il n'y a pas de surprise. Par contre, le Ghanéen, lui, il peut se retrouver, au lieu de rembourser, si on dit 1 milliard d'euros égale à 10 milliards de naira, il peut se retrouver à rembourser 15 milliards d'euros au lieu de 10 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que leur monnaie fluctue. Ça baisse, ça augmente, mais ça augmente plus à cause de l'inflation, à cause du coût de la vie. Ça augmente. Et donc, aujourd'hui, si vous allez à Noé, vous pouvez acheter un pain à, je vais dire, à 10 cedi. Vous pouvez acheter un pain à 10 cedi. Et puis, vous repartez le lendemain, le même pain, le même poids, la même qualité, coûte 20 cedi. Ça a doublé. Voilà. C'est ça l'inflation, ça a doublé. Et donc, dire que le franc CFA profite uniquement aux entreprises occidentales parce que c'est arrimé à l'euro, c'est une mauvaise analyse. Voilà, c'est une mauvaise analyse. Voilà. Donc, dire que la France tire un gain financier direct, c'est pas vrai. Voilà. On peut dire qu'elle tire un avantage stratégique et économique, mais dire que la France tire un gain financier direct, c'est faux, d'un strict point de vue économique et financier. Voilà. Je ne sais pas si ce que j'ai dit là est suffisamment clair pour vous. Si c'est pas clair, vous le direz dans les commentaires tout à l'heure, pour qu'on puisse en débattre. Voilà. Alors, on entend également dire que, bon, parce que le franc CFA est arrimé à l'euro, les pays membres de l'UEMOA n'ont pas une politique monétaire indépendante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La BCAO fixe ses taux directeurs. La BCAO n'attend pas que ce soit la France qui lui dise, par exemple, quels sont les taux directeurs à fixer. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt que la Banque centrale prête l'argent aux banques commerciales et aux ménages. Voilà. Et donc, mais ça ne dépend pas, ça n'a rien à voir avec le fait que l'euro soit arrimé, en tout cas pas directement au franc CFA. Donc,
dire que parce qu'on est arrimé à l'euro, on n'a plus de politique monétaire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la politique monétaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Globalement, on va dire la politique monétaire pour une banque centrale consiste à mettre plus d'argent en circulation ou retirer de l'argent en circulation, voilà, en achetant ou en vendant des devises. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on est arrimé à une banque, à une monnaie étrangère qu'on perd donc ce pouvoir-là. C'est faux. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'écho, où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce que l'écho n'est pas encore en circulation? Bon, d'accord. D'abord, l'écho, c'est le nom qui a été prévu pour la future monnaie unique au sein des pays de la CEDEAO. Voilà, la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je ne parle plus de l'UEMOA. Je parle de la CEDEAO, c'est-à-dire qui comprend également des pays comme le Ghana, les pays comme le Nigeria, etc. Voilà. Alors, donc au départ, l'écho devait remplacer le franc CFA et être utilisé aussi donc par les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana. Mais aujourd'hui, le projet de l'écho a pris du retard. Il y a une discorde entre les pays francophones qui veulent garder l'arrimage à l'euro et les anglophones qui, eux, veulent une monnaie totalement indépendante. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut dire que l'écho n'est pas encore en circulation. Seuls les pays de l'UEMOA continuent d'utiliser le franc CFA en attendant que donc une décision commune arrive et qu'on ait cette monnaie unique-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, on entend également les gens dire que avoir sa propre monnaie favorise le développement économique. Oui et non, parce que c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est vrai que avoir sa propre monnaie donne plus de liberté pour ajuster la valeur de la monnaie selon la situation économique, pour soutenir les exportations et les entreprises locales, mettre en place, par exemple, une politique monétaire adaptée à ses besoins. Mais cependant, elle peut créer des risques. Si la gestion n'est pas sérieuse. Voilà, il peut y avoir de l'inflation. On l'a vu au Nigeria, on l'a vu au Ghana, où l'inflation atteint quelquefois 80%. 80%. C'est-à-dire que le pain que tu payes à 1 franc, du lendemain, tu le payes à 80 francs. Vous voyez? Donc, il suffit pas d'avoir sa propre monnaie. Voilà. Le Libéria a sa propre monnaie. Le Ghana a sa propre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie. Mais la Guinée, par exemple, a sa propre monnaie. Mais tous ces pays-là courent après le CFA. Pourquoi? Parce que le CFA est une monnaie stable. Vous ne verrez aucun Ivoirien qui va échanger son CFA contre du Naira nigérien, contre du CEDI ghanéen, contre du franc guinéen. Vous n'en verrez pas. Par contre, si vous allez à la frontière du Ghana à Noé, ben, vous verrez que les Ghanéens prendront avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, votre franc CFA. Mais l'inverse, non. Parce que ça va vous servir à quoi? Vous ne pouvez rien acheter avec le CEDI ghanéen en Côte d'Ivoire. Rien. Aucune boutique n'achète. Vous ne pouvez rien acheter avec le franc guinéen ou la monnaie nigériane. Par contre, avec le CFA, dans toute la zone UEMOA, vous pouvez acheter avec cet argent-là. Et le plus important, c'est que cet argent-là ne perd pas de valeur. Parce qu'il est arrimé à l'euro, il a une parité fixe. Donc, si vous mettez cet argent en banque, dans 10 ans, votre argent a la même valeur. Alors que si vous prenez du Naira, du CEDI ou du franc guinéen, ben vous pouvez, voilà, votre argent peut fondre complètement. Vous retrouvez, vous mettez 10 millions en banque, vous retrouvez dans 10 ans avec une valeur qui a perdu sa moitié, par exemple. Voilà. Donc, ceux qui pensent qu'il suffit d'avoir une monnaie et puis c'est réglé, je leur demande d'aller voir ce qui se passe au Libéria, d'aller voir ce qui se passe en
en Guinée, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique, juste derrière le Nigeria. Et pourtant, le Ghana a sa monnaie, et pourtant, le Libéria a sa monnaie, et pourtant, la Guinée a sa monnaie. Vous voyez, donc, la monnaie seule ne suffit pas. D'ailleurs, je vais vous faire, vous le savez certainement, allez-y en Guinée. Quand vous allez en Guinée, la plupart des transactions se font en dollars. Vous allez au Ghana, c'est pareil. Vous allez dans les hôtels, les prix sont affichés en dollars, pas en CD. Parce que c'est le dollar qui est stable. Vous allez au Nigeria, pareil. Les transactions se font en dollars. Vous allez au Congo, dollars. Vous allez, dans ces pays-là même, les budgets sont faits en dollars. Les budgets, leur budget général, leur budget national est libellé en dollars. Parce que la monnaie fluctue tellement que c'est impossible d'avoir un budget consolidé dans leur monnaie. Donc c'est en dollars. Alors ils disent notre propre monnaie, mais vous allez dans ces pays-là, vous verrez que c'est le dollar en réalité qui est utilisé là-bas, dans le commerce, dans les banques, dans les hôtels. Faites l'exemple, vous verrez. Voilà. Allez dans ces pays-là. Voilà. Moi je suis allé dans ces pays, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc le procès qui est fait au franc CFA est un procès qui est d'abord fait par des gens qui ne connaissent pas très bien la monnaie, qui ont été embrigadés, intoxiqués par des gens qui connaissent encore moins la monnaie, comme les Semi Keba, les Nathalie Yam, les comment ça s'appelle, Franklin Yamsi et consorts, qui ne sont pas des références en matière de monnaie. Ils n'ont aucune notoriété pour parler de monnaie. Ce ne sont pas des banquiers, ce ne sont pas des financiers, ce ne sont pas des économistes. Voilà. Et donc, c'est ceux-là qui viennent parler de monnaie pour 10 choses. Là, vous avez bien vu que les pays de l'AES, qui étaient prompts à dire, on sort de la CEDEAO avec effet immédiat, on sort de la CPI avec effet immédiat, ben, ça fait 5 ans qu'ils ne sortent pas de l'UEMOA avec effet immédiat, ils ne sortent pas du franc CFA. Tous les jours, vous allez voir, ils empruntent en CFA. Tous les jours, sur les marchés financiers CFA. Donc, c'est vous dire que il y a le discours populiste et il y a la réalité. Voilà. Je ne dis pas que le CFA, c'est la meilleure monnaie au monde. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, ça n'existe pas une meilleure monnaie. Ça n'existe pas. C'est le travail que vous faites là qui donne la valeur à la monnaie. Voilà. C'est pas la monnaie qui crée le développement. C'est le travail que vous faites là qui donne la valeur à votre monnaie. Votre production et votre productivité. Voilà. Donc, quelqu'un qui vous fait croire que c'est parce qu'on a le CFA on n'est pas développé, dites-lui que la Guinée a sa propre monnaie. Dites-lui que Haïti a sa propre monnaie. Dites-lui que le Zimbabwe a sa propre monnaie. Dites-lui que le Soudan a sa propre monnaie. Dites-lui que le Libéria a sa propre monnaie. Et tous ces pays-là, nous sommes 10 fois plus développés que ces pays-là. Dites-lui que la Guinée a sa propre monnaie. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur la question du franc CFA. J'espère on arrivera à une monnaie éco, qui n'est pas forcément arrimée à l'euro. Je rappelle que l'euro n'est pas une monnaie française, c'est une monnaie européenne. Mais j'espère qu'on aura un panier de devises, c'est-à-dire que notre monnaie va tenir compte donc d'un panier de devises dans lequel il y a des dollars, des yuan, où il y a les grandes monnaies du commerce international, voilà. Et c'est par rapport à ça qu'on va déterminer donc la valeur de notre monnaie. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question-là. J'espère. J'ai essayé d'être vraiment dans un français le plus facile pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Alors, avant de passer à la deuxième thématique qui est le panafricanisme, la souveraineté, vous pouvez appeler sur mon WhatsApp 07 07 31 32 82 pour poser vos questions. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la thématique suivante. Merci.
C'est bizarre, je ne vois pas les trucs défiler. Je ne vois pas vos commentaires défiler. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, ok, pas de questions. On va passer à à la dernière thématique. Voilà. Alors, la dernière thématique, ça va être la souveraineté. Alors, j'entends dire oui, il faut que la Côte d'Ivoire soit souveraine, il faut que la Côte d'Ivoire soit souveraine, etc. Mais la réalité, c'est qu'aucun pays au monde n'est souverain. Ça n'existe pas. Tous les pays sont interdépendants. Parce qu'il n'y a pas un pays qui a tout ce qu'il lui faut sur son sol. Donc, dès l'instant où tu n'as pas tout ce qu'il te faut, tu n'as pas une souveraineté. Dès l'instant où tu n'as pas tout ce qu'il faut sur ton sol, ton sous-sol, tu n'es pas souverain. Rappelez-vous, lors de la crise du Covid, vous vous rappelez, les hôpitaux avaient besoin de masques chirurgicaux. Il y avait une rupture de masques chirurgicaux parce que c'était produit en Chine. Vous vous rappelez que la grande États-Unis a volé sur le tarmac d'un aéroport en Chine des conteneurs de masques chirurgicaux. Parce que les États-Unis n'en produisaient pas suffisamment pour approvisionner leurs hôpitaux. Donc, ça n'existe pas. C'est un slogan creux de parler de souveraineté économique, de souveraineté politique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui est complètement souverain. Alors on dit oui, bon, la France contrôle tout en Côte d'Ivoire, mais ça, en disant ça, c'est une méconnaissance des chiffres. Est-ce que vous savez c'est qui le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire? Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. C'est la Chine, c'est pas la France. En fonction des années, la France vient en 5e, 4e ou 6e position. La France commerce plus avec le Nigeria qu'avec la Côte d'Ivoire. Allez voir les chiffres, vous allez voir. Alors que les gens ont l'impression que c'est la France qui contrôle toute l'économie. C'est pas vrai. Vous prenez la Russie. La Russie n'est pas souveraine. Il y a des domaines dans lesquels la Russie est obligée d'importer, même actuellement avec sa guerre, dans sa petite guerre avec l'Ukraine, la Russie est obligée de recourir à la Corée du Nord pour avoir des munitions, parce qu'elle est en rupture de munitions. Voilà. Il y a eu un embargo sur les semi-conducteurs, donc tout ce qui sert à fabriquer les pièces électroniques là, sur la Russie. Ben, aujourd'hui, la Russie a des gros problèmes parce qu'elle n'en produit pas suffisamment sur son sol. Donc, venir s'asseoir pour dire, bon, il faut qu'on soit souverain, ça ne veut rien dire dans un monde interconnecté. Ça ne veut rien dire. Nous, en Côte d'Ivoire, on est premier producteur de cacao. Est-ce que la Chine produit du cacao? Est-ce que la Russie produit du cacao? Non. Donc, en matière de cacao, ils ne sont pas souverains. Ils ont besoin de nous pour boire les tasses de cacao. Ils ont besoin de nous ou du Brésil ou de la Colombie pour boire les cafés et les cacao. Donc, personne n'est complètement souverain. Penser que, oui, bon, quand on dit la France s'en va, donc on est devenu souverain, ça, c'est une attrape-nigo. Les pays de l'AES, là, la France est partie, ils sont devenus souverains. La Côte d'Ivoire vient de leur livrer pour 300 camions de carburant. Parce qu'il y a une pénurie de carburant chez eux. Ils ne produisent pas de pétrole. Nous, on en produit. On vient de leur livrer 300 camions de citernes de choses. Donc, ils ont bien crié leur souveraineté, mais ils ont besoin de nous pour avoir de l'électricité, pour faire marcher les machines, pour faire tourner leur industrie. On fournit de l'électricité au Libéria, on fournit de l'électricité au Ghana, on fournit de l'électricité au Togo, on fournit de l'électricité au Burkina, au Mali, à la Sierra Leone. Ça veut dire que tous ces pays-là ne sont pas souverains, ils ont besoin de nous
pour faire fonctionner l'électricité. Donc, je ne comprends pas cette affaire de souveraineté, comme si il y a un pays au monde qui est souverain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En matière de coopération militaire, la Côte d'Ivoire se fournit avec la Chine, avec la Turquie, avec la France, avec Israël, avec plein d'autres pays. Mais donc, de quelle souveraineté on parle exactement? De quelle souveraineté on parle? Même les entreprises russes, là, elles sont en Côte d'Ivoire. Yango, là, c'est une entreprise russe qui s'appelle Yandex. Voilà, le groupe s'appelle Yandex. C'est eux qui exploitent Yango, qui sont dans les VTC, la livraison. Dans le domaine du pétrole, l'entreprise s'appelle Lukoil. C'est une grande entreprise russe qui a des champs pétroliers gaziers en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire commerce avec la Russie, avec tout le monde. Donc je ne comprends pas. Le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, c'est la Chine, ce n'est pas la France. La France vient en 5e, 6e position. Nos principaux partenaires commerciaux, là, c'est la Suisse, c'est les Pays-Bas, c'est le Burkina, c'est le Mali. Voilà. Donc, je ne comprends pas cette souveraineté ou cette fixation sur la France, là. Je ne comprends pas. Il serait bon que ceux qui en parlent viennent avec des chiffres pour qu'on puisse confronter nos chiffres. Mais on parle de souveraineté. Il n'y a pas de chiffres qui sous-tendent ça. Alors, de quelle souveraineté on parle? De quelle souveraineté on parle? Le Niger a de l'uranium, mais ils ne savent pas l'exploiter. Donc, ils ont besoin des Occidentaux. Ils ont besoin d'une autre puissance étrangère pour exploiter cela. Nous, on a de l'EVA. Mais on n'a pas la technologie pour fabriquer des pneus. On a besoin de l'expertise étrangère pour transformer notre caoutchouc là en pneus, en matelas, en lit ou je sais pas quoi, en plastique. Donc, tous les pays sont interdépendants. Il n'y a pas un pays qui est complètement souverain, qui a de l'or, qui a du diamant, qui a du café, qui a du cacao, qui a du manganèse, qui a tout. Ça n'existe pas. Voilà. On prend un peu à gauche, à droite, on prend un peu à gauche, à droite. Et puis, bon, voilà, on construit comme ça sa souveraineté économique. Alors, il y en a qui disent encore, bon, ce sont les étrangers qui contrôlent l'économie ivoirienne. Mais, quel est le domaine qui est interdit aux Ivoiriens? Dites-moi. Quel est le domaine qui est interdit aux Ivoiriens? Il n'y a aucun domaine qui est interdit aux Ivoiriens. Nous sommes dans un espace économique, la CEDEAO, qui prône la libre circulation des biens et des personnes. Nous sommes dans un espace monétaire, l'UEMOA, dans lequel on s'est engagé à respecter le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Donc, si des Maliens peuvent venir acheter des immeubles à Abidjan, mais les Ivoiriens aussi peuvent aller acheter des immeubles au Mali. S'il y a des blocages, ben, il faut le signaler pour qu'il y ait des mesures de rétorsion, de réciprocité. Mais on ne peut pas vouloir aller dans une logique d'union communautaire et en même temps se refermer sur des nationalismes comme on peut le voir dans certains pays comme au Gabon, etc. Et après, c'est les mêmes qui vont encore parler de panafricanisme. Mais comment vous voulez construire un panafricanisme, c'est-à-dire une Afrique des peuples, si chaque peuple doit rester chez lui et ne pas aller chez les autres? Quand les gens de l'AES disent non, nous on est souverain, on est panafricaniste, et puis en même temps, vous sortez d'une organisation régionale pour aller créer une organisation à trois. C'est incohérent. C'est incohérent. Alors il y en a qui disent oui, mais les gens de l'AES sont en train de chercher les voies et vous les combattez. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans les pays de l'AES, il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus de liberté de la presse. Il n'y a plus de parti d'opposition. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, nous, Ivoiriens?
Je ne dis pas que la démocratie ivoirienne est le top. Ça n'existe pas d'abord, une démocratie parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Assimi Goïta vient de se faire élire, et entre parenthèses, sans concurrent, sans adversaire. Et son mandat n'a pas de fin. Il a écrit qu'il est au pouvoir tant que nécessaire. C'est écrit. Il est au pouvoir tant que nécessaire. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de partis politiques dans ces pays-là. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Donc finalement, je ne sais pas, est-ce que le fait de combattre le RHDP ou de combattre Ouattara fait qu'on perd toute lucidité? Oh, il faut avoir des positions de principe. Il faut avoir des positions de principe. Tantôt on dit oui, les gens sont les dictateurs, et en même temps, on veut faire recours à Poutine, qui est au pouvoir depuis 2000. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir, et qui modifie sa constitution pour pouvoir rester encore au pouvoir pendant pratiquement 40 ans. Ça ne gêne pas les gens. Ça ne gêne personne. Et ils vont prendre la Russie comme un pays de référence vers lequel nous, Ivoiriens, ou nous, Africains, on devrait commercer comme un modèle de démocratie, un modèle de développement économique. Mais la réalité, c'est que la Russie n'est pas un pays développé. La Russie est un pays qui est, je dirais, développé sur le plan militaire parce que la Russie a mis beaucoup d'argent dans l'armement. Mais moi, je ne considère pas la Russie comme un pays développé. Même la Chine. Allez en Chine, allez dans les provinces chinoises, vous allez voir. Les grandes villes chinoises, c'est beau. C'est très beau. Mais allez dans les provinces chinoises, vous allez voir le niveau de vie des populations. Allez voir le produit national brut chinois par habitant, vous allez voir ce que ça donne. Donc, ce n'est pas des pays développés au sens des pays occidentaux. Mais ce sont des puissances économiques, oui. Mais allez voir le niveau de vie des populations en Russie, en Chine. Alors, donc, quand on nous vend ces pays-là comme des modèles, je ne sais pas exactement ce qu'on veut nous vendre. Je ne sais pas ce qu'on veut nous vendre. Voilà. Moi, je sais que les gens sont, malgré tout ce qu'on dit de la France, de l'Allemagne, de la Belgique et tout ça là, les gens sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour aller dans ces pays-là. Mais je ne connais personne qui est prêt à mourir pour aller en Chine ou pour aller en Russie. Pour aller vivre là-bas, pour aller gagner son pain. Je ne connais aucun artiste, je ne connais aucun sportif, je ne connais aucun intellectuel qui a émergé, africain, je ne dis même pas ivoirien, africain, qui est devenu une star internationale à l'image de Drogba ou de, je sais pas, Aya Nakamura ou de, je sais pas, quel autre artiste africain ou sportif africain en ayant vécu en Chine ou en Russie. Je n'en connais pas. Je connais aucun grand écrivain, aucun grand intellectuel, économiste, ingénieur africain qui a émergé depuis la Chine ou la Suisse, ou la Russie. Donc, je ne sais pas quel est ce modèle qu'on veut nous vendre forcément, au lieu de nous vendre la connaissance. Ce dont nos pays africains ont besoin, c'est de la connaissance. Et la connaissance, je suis d'accord, se trouve partout. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas un pacte d'exclusivité avec la France. Je vous ai dit, la France n'est pas le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Allez me chercher sur Google, vous verrez que ce que je dis est vrai. Vous verrez que ce que je dis est vrai. Donc, faire croire que ce sont les entreprises françaises qui ont tout en Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, le débat, il est ailleurs, et je l'ai toujours dit. Le débat, il est au niveau de la valorisation du capital humain. C'est là. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à apprendre. On ne cherche pas à nous former. On ne cherche pas la connaissance qui libère. Parce que c'est la connaissance qui libère. Ce n'est pas les grands slogans « je suis souverain, je suis souverain ». Regardez les 3 pays de l'AES. Ça fait pitié. Sans la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'électricité. Sans la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de carburant. Et pourtant, ils disent qu'ils sont souverains. Vous voyez? Donc, c'est la connaissance qu'il nous faut. La connaissance qui nous permettra demain de donner de la plus-valeur à nos cafés, à nos cacao. Parce qu'aujourd'hui,
On a du café, on a du cacao, mais on ne sait pas fabriquer des usines de café et de cacao. Voilà. On a du fer, mais on n'a pas de fonderie pour transformer ce fer-là en matière manufacturée. Donc, on importe tout. On importe pratiquement tout. Voilà. Donc, il faut sortir de cette logique d'importation des matières manufacturées à une logique de fabrication sur place de nos matières. De sorte que on exporte le chocolat, on exporte le cacao, fini, au lieu de l'envoyer en matière première. Voilà les vrais challenges. Mais vos challenges de non, la souveraineté, là, moi, ça me fait rigoler. Et je suis prêt à mener ce débat avec quiconque, chiffre à l'appui, chiffre à l'appui. Voilà. La France n'est pas notre premier partenaire militaire. Donc, je ne sais pas pourquoi cette fixation sur la France. Je ne sais pas cette fixation sur le franc CFA, alors que le franc CFA nous permet d'être largement au-dessus dans les 10 premières économies africaines devant 54, 55 États qui ont leur propre monnaie. Voilà la réalité. Voilà un peu, chers amis, ce que je voulais vous dire. J'attends que les programmes des différents candidats sortent pour qu'on puisse les décrypter. Et je le fais vraiment de façon impartiale, de façon objective. Voilà. Je n'ai rien contre un candidat en particulier, mais j'ai mal quand les gens disent certaines choses qui ne sont pas correctes. Voilà, j'ai mal parce que j'estime qu'on est en train de tromper notre jeunesse. On est en train de tromper notre jeunesse. Voilà. Il y a des choses qu'on peut certainement arranger, qu'on peut améliorer, mais jeter du revers de la main, tout, c'est-à-dire jeter l'enfant avec l'eau du bain, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. La Côte d'Ivoire n'est pas la dernière de la classe. Voilà. Quand bien même on a une monnaie commune. Voilà. Donc, chers amis, si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours appeler sur le WhatsApp. WhatsApp 07 07 31 32 82. 07 07 31 32 82. Je répondrai à vos questions. S'il n'y a pas de questions, ben écoute, on passera à un autre direct. Bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les questions sur le WhatsApp, sur le direct n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi, sinon j'aurais répondu à vos commentaires sur le direct, mais je ne sais pas. Je vais regarder sur le téléphone, peut-être qu'ils apparaissent sur le téléphone, ici. Mais sinon, vous pouvez appeler sur le... Si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours appeler sur le WhatsApp. Mais sinon, vous pouvez appeler sur le... Alors, si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours appeler sur le WhatsApp. Mais sinon, vous pouvez appeler... ah ouais. Par contre, ici, ça apparaît, mais je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas là-bas. Ah ouais. Par contre, ici, Hein, ici, ça apparaît bien, là. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions. Ça apparaît sur mon iPhone, mais ça n'apparaît pas sur mon Galaxy là-bas. Un appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je voudrais savoir, est-ce que les entreprises françaises en Côte d'Ivoire payent leurs impôts ici et comment on peut le vérifier? Est-ce que les entreprises françaises en Côte d'Ivoire payent leurs impôts ici ou est-ce qu'on peut les vérifier? Alors, ça dépend de ce que vous appelez entreprise française. Parce que il ne faut pas confondre entreprise française en Côte d'Ivoire et entreprise appartenant à un Français, mais qui est une entreprise ivoirienne. Si l'entreprise, un Français vient en Côte d'Ivoire et qui crée une entreprise, c'est une entreprise ivoirienne. C'est pas une entreprise française. C'est pas parce que c'est un Français qui a créé une entreprise en Côte d'Ivoire que c'est devenu une entreprise française. Si moi, Jean Bonnet, je vais en France, je crée une entreprise en France, c'est pas une entreprise ivoirienne, c'est une entreprise française. Elle est immatriculée en France. Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés en France. Donc, si l'entreprise dont vous parlez est immatriculée en Côte d'Ivoire, c'est une entreprise ivoirienne. Maintenant, si l'entreprise est immatriculée en France
et qu'elles viennent faire des opérations commerciales en Côte d'Ivoire, là c'est différent. Par exemple, je prends un exemple fictif. Hein. L'entreprise, je sais pas moi, Lefebvre, l'entreprise Jean Lefebvre, qui est une entreprise française, vient construire en Côte d'Ivoire, par exemple, une route de 50 km. L'entreprise est immatriculée en France. Elle n'a pas créé une filiale, une succursale, une société de projet en Côte d'Ivoire. Elle a créé, elle est en France et elle a eu un marché en France pour venir faire une route en Côte d'Ivoire. Quand cette entreprise-là a fini, elle va payer un certain nombre de taxes. Mais elle n'est pas soumise aux aux taxes sur les bénéfices industriels et commerciaux. Parce que ce n'est pas une société ivoirienne. Et comme la Côte d'Ivoire et la France ont signé un accord de non-double imposition, donc les taxes, soit elle les paye en Côte d'Ivoire et elle n'a plus à les payer en France, soit elle ne les paye pas en Côte d'Ivoire et elle les paye en France. Et c'est valable pour les entreprises ivoiriennes. Une entreprise ivoirienne a un marché en France. Par exemple, moi, Jean Bounet, je suis consultant auprès d'un cabinet d'avocats en France. Je vais faire une consultation juridique pour une entreprise en France. Mais je suis établi en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fini, on va me facturer un certain nombre de taxes. Soit je paye ces taxes-là en France et je ne les repaye plus en Côte d'Ivoire parce que entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a une convention de non-double imposition. Soit je sors cette convention-là, je montre ça aux impôts en France pour dire, ah, attention, il y a une convention de non-double imposition qui nous lie et donc la taxe, je vais la payer en Côte d'Ivoire. Donc, tout dépend de la nature juridique de cette entreprise-là. On ne peut pas dire comme ça, une entreprise française paye ou pas. Ça dépend de où est-ce que cette entreprise-là est enregistrée fiscalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, vous pouvez toujours appeler. Est-ce que, plus d'appels? Bon, alors, s'il n'y a plus d'appels, on va... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que le représentant de Don Melo dit qu'il n'est pas intéressé par la BCAO ni l'FMI. Je ne comprends pas très bien la question. Bon, ok. Alors, vraiment, chers amis, merci. Tout à l'heure, quand le direct finira, j'irai lire vos commentaires et répondre à vos questions. Oui, allô? Ma question, oui. Est-ce que les pays francophones africains, oui. Il y en a qui ont la clause de, qu'on appelle là, où il n'y a pas de double imposition? Est-ce qu'il y en a? Où il y a double imposition? Est-ce qu'il y en a? Oh, pratiquement tous les pays francophones ont des accords de non-double imposition avec d'autres pays. Je crois que le Burkina Faso récemment a supprimé son accord de non-double imposition avec la France. Voilà. Mais les entreprises françaises ont très peu d'investissements en réalité au Burkina Faso. Donc, voilà quoi. Les accords de non-double imposition, c'est pour des pays qui commercent énormément entre eux, entre les uns et les autres. Mais quand il n'y a pratiquement pas de commerce, c'est un peu comme quelqu'un qui me disait, mais pourquoi le franc CFA de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil que le franc CFA du Cameroun, etc. Mais parce qu'on n'a pas la même, zone économique, on n'a pas la même banque centrale. Voilà, les francs CFA ont la même valeur, mais on n'a pas la même banque. Et pourquoi? Parce que ces pays-là ne commercent pas.
Voilà, la Côte d'Ivoire exporte très peu vers le Cameroun exporte très peu vers la Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, ce qu'il faudrait, c'est favoriser le commerce entre ces différentes zones-là, et alors peut-être qu'on arrivera à avoir une seule, unique banque centrale. Ok? D'accord. Est-ce que ce n'est pas un élément qui fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine? Non, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, aucun pays n'est souverain. Parce que la souveraineté, là, elle est d'abord économique. Un pays qui serait souverain économiquement, ça veut dire que c'est un pays qui se suffit à lui seul, qui a tout. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas de café, n'ont pas de cacao. C'est pareil pour la Chine. C'est pareil pour la Russie. Ils ont besoin de notre café, de notre cacao. Ils ont besoin de nos noix de cajou. Donc, ils n'ont pas cette souveraineté agricole-là. Nous, par exemple, on n'a pas de souveraineté en matière de farine, je sais pas moi, de blé. Donc, on est obligé d'importer ça pour faire notre pain. Donc, il n'existe pas. En matière militaire, par exemple, en matière militaire, nous, la Côte d'Ivoire, on n'a pas de souveraineté parce qu'on ne produit pas des armes. Mais même les pays qui produisent des armes, là, ils n'ont pas toutes les armes. Ils n'ont pas toutes les armes. Même les pièces pour tout ça là. Mais bien sûr, regardez, aujourd'hui, la Russie, avec sa guerre avec l'Ukraine, est obligée de faire venir des armements de la Corée du Nord. L'Ukraine elle-même est obligée de faire venir des armes des États-Unis, de la France, de l'Europe, etc. Parmi les pays européens, là, certains ont l'arme nucléaire, d'autres n'ont pas l'arme nucléaire. Est-ce que parce que la Belgique, l'Italie, je sais pas moi, la Grèce et tout ça, la Suède, la Norvège, le Danemark n'ont pas l'arme nucléaire, alors on va dire qu'ils n'ont pas ils sont pas souverains? Donc tout dépend de ce qu'on met dans souveraineté. Voilà, il n'existe pas une souveraineté totale. On a toujours besoin l'un de l'autre parce que on n'a pas tous ce qu'il faut sur notre sol. Que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau économique. Voilà, le FMI, la Banque mondiale, là, ils prêtent à tous les pays du monde. Ils ne prêtent pas qu'aux pays africains. Quand il y a eu des problèmes en Grèce, ils ont eu besoin du FMI, de la Banque mondiale. Donc, il n'y a pas un pays qui est complètement souverain. La Chine est le premier créancier des États-Unis. La Chine. Voilà, vous voyez, les États-Unis d'Amérique, première puissance économique, là, leur premier créancier en termes de dette, c'est la Chine. Vous voyez. Donc, ça n'existe pas, ce concept de souveraineté qui veut faire croire que un pays se suffit à lui seul et qu'il n'a besoin de personne, ça n'existe pas. Même au niveau culturel. Nous, aujourd'hui, là, on s'exprime en quoi? On s'exprime en français, mais est-ce que le français, là, c'est notre langue? En français. Certains s'expriment en anglais. Est-ce que l'anglais, là, c'est la langue du Libéria ou du Nigeria? Certains s'expriment en espagnol. Mais est-ce que l'espagnol, là, c'est leur langue? Donc, ça n'existe pas une souveraineté parfaite. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on jette comme ça pour blaguer les gens. Ok. Merci. Une dernière question. Oui. Il y a un candidat récemment sur un plateau qui a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas la liberté de trouver, de se chercher des partenaires ou bien de vendre son cacao si on n'a pas l'autorisation de la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai écouté ça. C'est un homme politique que j'aime bien, avec qui j'ai de très bons rapports, donc j'ai pas voulu décrypter ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Il faut pas... Les gens confondent beaucoup de choses. Vous là, qui êtes là aujourd'hui, vous avez une plantation de cacao. Je vais passer sur le direct. D'accord, d'accord. Vous avez une plantation de cacao. Si vous voulez vendre votre cacao aux États-Unis, pourquoi vous devez aller demander l'autorisation de la France? Mais il y a plein d'Ivoiriens qui font des affaires avec la Chine, qui font des affaires avec Dubaï, qui font des affaires avec la Turquie. Demandez-leur s'ils sont obligés de passer par la France d'abord avant de faire des affaires avec la Turquie, avec Dubaï ou avec la Chine. Il y a plein d'Ivoiriens qui font des affaires avec le Ghana, avec le Togo, avec le Nigeria. Est-ce qu'ils sont obligés de demander l'accord de la France? C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire ça. C'est un mensonge. Voilà. Et le drame, c'est que les gens disent ça avec un tel sérieux qu'on a l'impression que c'est vrai ce qu'ils disent. Alors que c'est pas vrai.
Je vous ai dit, la France est le 5e, en fonction des années, 4e, 5e ou 6e partenaire commercial de la France. Tant en importation qu'en exportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos exportations de café, cacao, là, ça ne va pas directement vers la France. Nos importations de matières premières ou de matières manufacturées, là, ça ne vient pas de la France. La France vient en 4e ou 5e ou 6e position, en fonction des secteurs. Notre premier fournisseur, le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire, c'est la Chine. C'est la Chine. Et ça, les gens ne vous disent pas. Mais pourtant, les chiffres sont là. Et la Chine, de très loin, devant la France. De très loin. Mais les gens sont restés bloqués sur les années 60. Ils ne savent pas que le monde évolue. Et pourtant, il suffit d'aller sur les forums économiques pour avoir les vrais chiffres. Voilà. Donc moi, en tout cas moi, on ne va pas m'avoir avec ces concepts de souveraineté, de ceci, cela. C'est pas vrai. Surtout que les pays qu'on veut nous vendre comme souverains n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Voilà. La Côte d'Ivoire commercialise avec tout le monde. Lukoil est une grande entreprise pétrolière russe qui est présente en Côte d'Ivoire. Yandes qui exploite Yango est une entreprise russe. Il y a deux autres entreprises russes, très grosses entreprises qui sont dans le domaine agricole. Donc, c'est pas juste de dire ça. Voilà. Au niveau militaire, la Côte d'Ivoire traite avec les États-Unis, traite avec la France, traite avec la Turquie, avec la Chine, avec l'Israël, avec plusieurs partenaires. Voilà. La Côte d'Ivoire n'a pas de contrat d'exclusivité en âme avec la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire ça. Voilà. Voilà, chers amis. En tout cas, merci. Je reviendrai de temps en temps, puisqu'il n'y a plus d'appels, pour répondre à vos questions. Mais soyez rassurés. Posez des questions sur le commentaire. Je viendrai répondre à vos questions. Merci. Ah oui, pardon. Voilà. Il y a un thème que je n'ai pas trop développé, c'est, oui. On dit, oui, les étrangers contrôlent l'économie ivoirienne. Mais, si les étrangers préfèrent aller investir à l'étranger, pardon, les Ivoiriens préfèrent aller investir à l'étranger, c'est pas la faute. Tous les pays du monde sont à la recherche d'investissements directs étrangers. Ça s'appelle les IDE. Tous les pays du monde. Aujourd'hui, la France, le président français va dans des pays arabes, asiatiques, avec des entrepreneurs français dans l'avion présidentiel pour aller chercher des investisseurs pour venir investir en France. Le président américain parcourt la planète pour chercher des gens qui vont venir investir aux États-Unis. Aujourd'hui même, c'est pire aux États-Unis. Parce que le président américain dit, moi, les entreprises étrangères, si vous venez investir aux États-Unis, vous implantez aux États-Unis, vous ne payez pas de taxes. Mais si vous restez là-bas, pour venir nous vendre vos produits, vous allez payer des taxes très élevées. Ça veut dire quoi? Venez investir aux États-Unis. Venez vous implanter aux États-Unis. Mais il ne parle pas des entreprises américaines seulement, il parle des entreprises étrangères. Donc, je ne comprends pas pourquoi un pays peut dire non, pourquoi, comment ça s'appelle, il y a trop d'étrangers qui viennent investir. Mais c'est une bonne chose, quand les étrangers viennent investir dans votre pays, ça veut dire qu'ils ont confiance en votre pays. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans votre système juridique, judiciaire, économique, financier, bancaire. Voilà la réalité. Mais si vous n'avez pas confiance dans un pays, pourquoi allez-vous investir autant d'argent? Donc, si les Ivoiriens fortunés n'ont pas confiance dans leur pays et préfèrent aller investir ailleurs, mais dites merci aux étrangers qui viennent investir dans notre pays. Parce que l'étranger qui vient investir en Côte d'Ivoire, il ne peut pas soulever la terre ivoirienne pour mettre sur la tête, pour partir. Ceux qui il fait travailler, ce sont des Ivoiriens qui font travailler. C'est l'économie ivoirienne. Tous ces Libanais qui créent des entreprises, des usines là, ce sont des Ivoiriens qui travaillent dedans. Donc, ce qu'il faut plutôt dire, et que les gens ne disent pas suffisamment, parce que l'État de Côte d'Ivoire, l'État n'est pas commerçant. C'est pas à l'État de créer des usines, ce sont les hommes d'affaires. On n'est pas un pays communiste. On est un pays libéral. C'est pas l'État qui crée des usines, ce sont les hommes d'affaires qui créent des usines. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est il faut que l'État favorise la création de champions nationaux.
Il faut que l'État mette en place des mécanismes pour favoriser les investisseurs nationaux, les entrepreneurs nationaux. Là, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que, en Côte d'Ivoire, le taux de crédit est très élevé. Le taux de crédit est très élevé en Côte d'Ivoire. Là où un investisseur français va emprunter un crédit à 1%, 2%, en Côte d'Ivoire, pour le même montant, il va falloir payer 12%, 15%, etc. Donc, le taux est élevé. Donc, c'est là où il faut trouver des mécanismes de garantie, d'assurance, pour permettre à nos entrepreneurs d'être compétitifs. Voilà, c'est ça. Vous prenez des gens comme Alain Kouadio, qui a l'entreprise Kedan, qui se bat comme un beau diable, mais je suis sûr que si l'État de Côte d'Ivoire mettait en place des mécanismes pour le soutenir, ben, il allait briller sur toute l'Afrique de l'Ouest. Peut-être sur toute l'Afrique. Pourquoi les entreprises marocaines brillent en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont ce soutien de leur pays. Pourquoi les entreprises françaises ont des marchés ici? Parce qu'il y a des mécanismes qui garantissent que, bon, s'il y a un problème, ils seront indemnisés, des mécanismes d'assurance, etc. Mais ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler pour qu'on ait de gros investisseurs, de grosses entreprises ivoiriennes. Mais ça, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec le fait que des étrangers viennent investir en Côte d'Ivoire. Parce que tous les pays du monde sont à la recherche d'investisseurs étrangers directs. Quand on voit que Dosongui allait créer une banque, je sais pas moi, d'un pays étranger, on est content. On est content. Ben oui, ben c'est comme ça aussi. D'autres aussi sont contents de venir chez nous ici. Donc c'est un faux problème. Il faut que les Ivoiriens eux-mêmes apprennent à investir dans leur pays. Voilà. Moi, je vois dans mon quartier actuellement, il y a 4 villas qui sont en train d'être vendues, qui ont été vendues d'ailleurs. Je suis allé demander. On me dit, ah, ce sont des Maliens qui ont acheté. Je dis, ah bon? On dit, oui, ce sont des Maliens. Je suis allé sur les chantiers, j'ai discuté avec les ouvriers. Ils m'ont dit, ah oui, ça appartient à un Malien. Les 4 Maliens. Mais, est-ce que c'est parce que les Ivoiriens ne peuvent pas payer? Pourquoi les Maliens sont plus riches que les Ivoiriens? Est-ce que les Maliens sont plus riches que les Ivoiriens? Voilà, donc, le risque, on ne devient pas investisseur du jour au lendemain. On ne devient pas commerçant du jour au lendemain, on ne devient pas homme d'affaires du jour au lendemain. Donc les Ivoiriens, ils aiment être dans les bureaux, ils aiment être sur les réseaux sociaux en train de s'insulter, ils aiment les bérets, mais les autres là, eux, ils aiment où il y a l'argent. C'est dans ça qu'ils investissent. Après qu'on ne vienne pas dire, oui, les étrangers ont fait ceci, les étrangers ont fait cela. Non, je dis un pays où les étrangers aiment investir, c'est un pays qui inspire confiance. Point. Voilà. Dubaï est investi par les étrangers. Mais ce n'est pas pour autant que les Dubaïotes estiment qu'ils ont perdu le contrôle de leur pays. Voilà, bref, à la prochaine.